مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من sur la fiscalité, sur قراية في الدار. Donc, pour être plus précis, c'est la 5e séance qu'on va pouvoir dédier au chapitre 1 sur l'impôt sur les sociétés. Donc, j'espère que vous êtes, que vous portez bien, que vos familles, vos proches sont en bonne santé. Le plus important, c'est de passer cette période de déconfinement, donc cette deuxième période de déconfinement dans les meilleures conditions et que ça se termine, Inch'Allah, d'ici un mois pour vous et vos familles dans les conditions favorables que vous souhaitez. Donc, sans plus tarder, pour aller à l'essentiel, donc j'avoue qu'une heure par séance n'est pas suffisamment étoffée, mais nous allons tout de même parler de l'essentiel. On sait très bien que l'impôt sur n'importe quel chapitre de la fiscalité devrait occuper un temps d'étude, de réflexion et de travaux pratiques plus conséquents. Mais n'hésitez pas tout de même à poser toutes vos questions sur la page قراية في الدار, sur la page قراية في الدار, et à donc me faire part de vos commentaires et vos suggestions, pour avoir une expérience commune riche et utile pour tout le monde. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté sur je pense sur les charges non déductibles. Donc, nous avions parlé des charges déductibles et des charges déductibles avec limitation. Nous sommes arrêtés sur les charges non déductibles. Donc, les charges non déductibles, nous avions détaillé les 4 types de charges qui sont non déductibles, qui ne sont pas admises fiscalement dans le calcul du résultat fiscal. Donc les amendes, pour rappel, nous avons les amendes, pénalités, majorations d'ordre légal et réglementaire, contrairement aux amendes, pénalités, majorations d'ordre contractuel qui sont par contre déductibles. Nous avons le montant des achats, des travaux, des prestations, de services, mais également les dotations aux amortissements concernant les acquisitions d'immobilisation non justifiées par une facture régulière ou par toute autre pièce probante établie au nom du contribuable. Donc, il faut justifier, matérialiser toute dépense, qu'elle soit d'exploitation financière ou non courante, mais également les acquisitions des immobilisations par une facture régulière ou autres pièces similaires. Troisième type de charges non déductibles, ce sont les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité. Donc, libéralité fiscalement, c'est quoi? C'est toute dépense qui ne donne pas lieu à une contrepartie pour la société. Donc, les gratuités, par exemple, sont considérées comme des libéralités et par conséquent, ce sont des charges non déductibles. L'abandon de créance est considéré au niveau fiscal marocain, est considéré comme une libéralité qui n'est pas déductible. Et nous pouvons aussi citer d'autres exemples en pratique sont assimilés à des libéralités et donc non admises dans le calcul du résultat fiscal. Et dernier type de charges non déductibles, ce sont les montants des contributions de solidarité. Donc il y a quelques années, le législateur fiscal a mis en place des contributions de solidarité sur les bénéfices et une contribution de solidarité de cohésion sociale. Donc, si les circonstances le justifient, le législateur fiscal peut être amené à mettre en place des contributions de solidarité. Donc, généralement, ces contributions de solidarité ne sont pas déductibles dans le calcul du résultat fiscal. Donc, aujourd'hui, nous avons la contribution de solidarité sur les bénéfices pour les grandes sociétés. Donc, cette contribution n'est pas déductible dans le calcul du résultat fiscal.
Ensuite, donc, je vais aller un peu vite pour pouvoir terminer aujourd'hui le chapitre dédié à l'IS. Sinon, donc s'il nous reste une petite partie, donc on va pouvoir la finir la prochaine fois, Inch'Allah, pour pouvoir commencer le deuxième chapitre dédié à l'impôt sur le revenu. Donc pour rappel, donc maintenant nous allons voir un point très important, toujours au niveau de la base imposable. Donc pour être terre à terre et pour aller à l'essentiel et être pratique, nous allons donc faire un rappel de la procédure de détermination du résultat fiscal. Nous allons voir aussi la composition et les principales corrections qu'on fait au niveau du tableau 3 de la liasse fiscale. Donc tableau 3 qui est relatif au passage de résultat comptable vers le résultat fiscal. Donc vous voyez le tableau, donc c'est le tableau qui est adopté pour le tableau 3, c'est le modèle qui est adopté pour le tableau 3 de l'alias fiscale, tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. Donc pour toute étude de cas ou pour donc pour les professionnels qui travaillent sur les bilans, donc ce tableau peut être utile pour pouvoir appréhender cette partie qui est très importante dans le calcul annuel du résultat fiscal. Donc, comme vous le voyez, donc, nous commençons par donc, la formule telle qu'il a été expliqué auparavant. Donc, on part toujours, le point de départ, c'est le résultat comptable avant impôt qu'on doit corriger. Donc, c'est la matière première qu'on doit travailler, retraiter et rectifier. Donc, en réintégrant les charges, réintégration fiscale, ce sont généralement les charges, certaines charges que nous avons déjà détaillées. Donc, après, donc, on soustrait les déductions fiscales, ce sont généralement les produits non imposables. Bien entendu, il y a d'autres produits, d'autres charges qui sont. Donc, il y a certains produits qui sont réintégrés et certaines charges qui sont déduites, qui constituent l'exception. Nous allons pouvoir les détailler au niveau du tableau de passage pour calculer le résultat fiscal brut, donc le résultat fiscal de l'exercice provisoire au brut. Et de ce résultat fiscal, on soustrait les déficits fiscaux antérieurs pour avoir le résultat fiscal net imposable de l'exercice. Donc vous voyez le tableau de passage. Donc ici, je récapitule les principales corrections qui sont effectuées en pratique. Donc on commence par le résultat net comptable. Donc c'est soit un bénéfice, soit une perte nette. Donc le résultat net fiscal, il est donné par le compte de produits et charges. Donc le résultat net comptable qui est reporté ici. Donc si c'est un bénéfice, donc on le met sur la première colonne, son montant émis dans la première colonne. Si c'est une perte, donc on le met son montant émis dans la deuxième colonne. Après, nous avons réintégration fiscale qui sont défalquées en deux types. Donc, nous avons la réintégration courante et les réintégrations non courantes. Donc, le point 1 et le point 2. Les réintégrations courantes, donc nous avons premièrement donc le point 3, rémunération ne correspondant pas à un service effectif. Donc toutes les rémunérations, les salaires et de manière générale toutes les dépenses qui ne correspondent pas à un service effectif, à une dépense réelle, donc on les réintègre. Nous avons aussi les frais généraux n'incombant pas à la société. Donc, parmi les conditions de la déductibilité des charges, c'est que la dépense doit concerner la société, doit servir son intérêt. Donc, tout ce qui ne concerne pas la société, son activité ne sert pas son intérêt. Donc, de là à faire référence à la théorie fiscale de l'acte anormal de gestion, donc tout acte anormal qui ne sert pas, toute dépense qui ne sert pas la société, son activité, son exploitation, de manière générale son intérêt, est considéré fiscalement comme un acte anormal de gestion et donc par conséquent implique
la réintégration de la dépense concernée. Autres frais non déductibles, donc on peut y inclure tous les frais non déductibles. Nous avons le montant total des dépenses de cadeaux publicitaires. Donc si, bien évidemment, il faut, je dirais, vérifier le respect des deux conditions, à savoir la valeur unitaire par article ne doit pas dépasser 100 dirhams, donc 100 dirhams comme maximum, et l'article ou le cadeau publicitaire doit comporter l'une des mentions de publicité, donc soit le nom de la société, sa raison sociale, son logo, son sigle, ou la marque ou les marques de produits qu'elle commercialise. Le point 7, la réintégration 7, concerne les dépenses en espèces. Les dépenses en espèces, donc comme ce que nous avons déjà vu, les dépenses en espèces, donc il y a une condition il y a une limitation fiscale qui est de 5 000 dirhams. Donc toute dépense qui dépasse 5 000 dirhams par facture, donc raison par facture et en raison de montant TTC. Donc dépenses TTC par jour et par fournisseur. Et nous avons aussi une limitation aussi à vérifier, une limitation mensuelle, 50 000 dirhams par mois et par fournisseur, payé en espèces. Donc tout excédent, tout surplus dépassant 5 000 dirhams par jour ou 50 000 dirhams par mois est réintégré. Donc on réintègre si la dépense dépasse 5 000 ou le montant total des dépenses par mois, par fournisseur, dépasse 50 000 dirhams par mois, on réintègre la totalité. Donc auparavant, il y a quelques années, on avait la possibilité de réintégrer que la moitié, mais à partir de, je crois, une année ou 2 ans, il y a 2 ans, donc le changement qui a été introduit par la loi de finances, je pense 2018, a fait que si, en cas de dépassement de ce plafond, on réintègre la totalité. Nous avons l'excédent également, donc le point 8, la réintégration numéro 8, l'excédent d'amortissement courant, taux excessif ou excédent sur amortissement véhicule de tourisme, sur 300 000 dirhams sur une période de 5 ans. La dernière fois, nous avions parlé de l'amortissement des véhicules de tourisme. Donc, le plafond, il faut veiller au respect du plafond de 300 000 dirhams sur 5 ans, donc soit 60 000 dirhams par an complet. En plus également, donc, il faut aussi veiller au respect des taux d'amortissement prévus par le autant faire se peut, donc par rapport à ce qui est prévu par la note circulaire des impôts. Point 9, donc autre amortissement courant non déductible, par exemple un amortissement qui a été omis, qui n'a pas été comptabilisé. Donc parmi les règles et les conditions de déductibilité des amortissements, c'est l'obligation de les comptabiliser. Donc si en 2019, donc comme l'exemple qui a déjà été expliqué sur cette partie, donc en 2019, on a comptabilisé aussi bien la dotation d'amortissement 2018 que celle de 2019. Donc on doit nécessairement réintégrer la dotation concernant 2018 puisqu'il s'agit d'un exercice antérieur. Toujours au niveau des réintégrations, donc les provisions courantes non déductibles, provisions sans objet, provisions qui ne respectent pas les conditions que nous avons déjà évoquées, provision. Donc là, je saisis cette occasion pour parler de la provision pour congés payés. Donc certains considèrent que c'est une provision qui n'est pas déductible. Donc en pratique, cette provision peut être considérée comme déductible, mais en respectant un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l'obligation de détailler cette provision par salarié. Donc, parmi les règles et les conditions de déductibilité de provision, c'est qu'il faut qu'il soit bien précisé et nettement précisé quant à son objet et évalué de manière donc exacte. Donc, si on respecte ces conditions, on peut prétendre à la déductibilité de la provision pour congés payés, également d'autres provisions qui
soulève un certain nombre d'interrogations. Donc les dons, bien évidemment, nous avions déjà touché un mot. Donc il faut voir, donc s'intéresser à la nature du bénéficiaire. Donc la partie non déductible, on la met au niveau de la ligne 11. Sachant très bien que cette numérotation n'est pas une numérotation légale, donc elle est faite dans un cadre pédagogique. 12, donc réintégration numéro 12, donc l'excédent non déductible des dons courants. 11 et 12 concernent les dons. Donc par exemple, si vous donnez un don à un club sportif, ce don n'est pas déductible parce qu'un club sportif n'est pas une fédération sportive qui est prévue dans la liste des organismes bénéficiaires pouvant recevoir les dons en exonération fiscale. Pour le point 11. Pour le point 12, donc tout ce qui dépasse la limite de 2 pour 1000 pour les autres associations et les organismes, les œuvres sociales, des organismes publics, des entités publiques et privées, donc on le met ici. Nous avons également les écarts de conversion aussi qui également soulèvent certaines divergences de points de vue. Donc les écarts, il faut savoir qu'au niveau des écarts de conversion, donc les écarts de conversion sont des écarts de change latents. Donc on peut aussi avoir deux situations, soit un écart de conversion passif, soit un écart de conversion actif. Donc si c'est un écart de conversion passive, donc c'est une plus-value latente, et donc c'est fiscalement parlant, par le Code général des impôts, c'est considéré comme un profit imposable, donc on la réintègre. Et bien évidemment, s'agissant d'écriture transitoire, provisoire, permettant sur le plan fiscal de constater des profits latents et d'imposer ces profits latents et de déduire les pertes latentes. Donc, donc chaque année, il faut procéder à des régularisations sur le tableau de passage en réintégrant les cas de conversion passive de l'exercice, en déduisant les cas de conversion passive de l'exercice N-1, et la même chose donc, dans le sens inverse pour les cas de conversion active de l'exercice N-1 qui est réintégré, et on déduit les cas de conversion actifs de l'exercice N. Et bien entendu, il faut aussi ne pas oublier de retraiter la provision qui a été constatée pour couvrir les cas de conversion actifs. Donc la provision de l'exercice, il est déduite, elle est réintégrée, et on déduit la provision de l'exercice N-1. Dotation provision pour risque de change, donc c'est ce que j'ai, donc dotation provision pour risque de change de l'exercice qui est réintégré. Le point 16, excédent. Le point 16, excédent non déductible sur les intérêts des comptes courants d'associés. Donc ce cas aussi a été expliqué lors de la dernière séance. Donc par rapport aux intérêts, donc, nous avons les trois conditions qu'il faut vérifier. Libération de capital, le montant du compte courant par rapport au montant du capital ou la part de l'associé dans le capital, et le taux d'intérêt appliqué par rapport au taux d'intérêt réglementaire. Deuxième type de réintégration fiscale. Donc on parle de réintégration fiscale non courante, dans lesquelles on peut mettre l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés est généralement mis en réintégration non courante. Il y a certains aussi qui le mettent en réintégration courante, parce que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui est courant. Et donc l'une ou la deuxième, pour moi, personnellement, ne soulève pas de problématique. Donc, on peut les mettre soit en réintégration courante, soit en réintégration non courante. Les majorations pénalités afférentes aux impôts. Donc, toutes les majorations et pénalités d'ordre fiscal, légal, pénal sont réintégrées.
contrairement aux pénalités et majorations contractuelles avec des clients ou des fournisseurs, de manière générale avec les partenaires. Autres impôts et taxes non déductibles. Donc ici, on met tous les impôts et taxes non déductibles. Par exemple, les redressements en matière, redressements fiscaux suite à un contrôle fiscal en matière d'IS, en matière de TVA, sont considérés comme des impôts et taxes non déductibles. L'excédent d'amortissement non courant taux excessif, donc tout ce qui a une nature non courante, exceptionnelle, donc un amortissement qui a été constaté de manière exceptionnelle et dont le taux est supérieur au taux fiscalement admis et donne lieu à un excédent qui doit être réintégré. Autre amortissement non courant non déductible, provision non courante non déductible, donc toutes les provisions de nature non courante qui ne respectent pas l'une ou plusieurs des conditions de déductibilité, les dons non courants non déductibles, l'excédent non déductible des dons, amende, pénalité, toute nature et majoration non déductible. Donc toute nature d'ordre légal, réglementaire, liée à la réglementation également de la sécurité sociale. Donc toutes les demandes, toutes les amendes relatives aux infractions d'ordre légal et réglementaire. Et la dernière réintégration d'ordre non courant concerne la fusion. Donc en cas d'absorption d'une société par une autre, il y a la fraction de la plus-value réalisée par la société. Donc cela s'applique au régime des fusions, régime particulier des fusions, où il faut étaler la plus-value réalisée suite à cette opération d'absorption sur une certaine durée. Et donc il faut la réintégrer exercice par exercice pour qu'à la fin, la plus-value totale soit appréhendée fiscalement. Maintenant, on va passer aux déductions fiscales. Donc, la deuxième colonne, le montant cité donc, sur la deuxième colonne, donc on les met sur la deuxième colonne, les déductions fiscales. Donc, on commence comme avant, donc on commence par les déductions fiscales courantes, enfin, fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable. Donc ici, vous voyez un exemple de charge qui est déduite fiscalement. Donc c'est pour cela que je vous ai dit au départ qu'il y a un certain nombre de charges qui peuvent être, contrairement à la règle générale, qui peuvent être aussi déduites et non pas réintégrées. Donc ici, c'est l'exemple d'un amortissement qui a été pas l'exemple. Donc revenons à l'exemple de la dotation d'amortissement sur exercice antérieur. Donc 2018. Donc supposons que suite à un contrôle fiscal, les inspecteurs ont réintégré des amortissements pour application de taux excessifs. Donc ils ont réintégré. Donc finalement, il faut que la société puisse rattraper le reliquat d'amortissement non déduit fiscalement, et donc il doit, sur le tableau de passage, puisqu'en comptabilité il n'a pas pu régulariser le plan d'amortissement, donc sur le plan fiscal, il peut passer par le tableau de passage pour déduire le complément d'amortissement réintégré auparavant suite à une raison ou à une autre, soit suite à un contrôle fiscal, soit suite à une régularisation interne. Provision courante faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice et dont les déductions fiscales étaient antérieurement annulées. Donc ici, ce sont des provisions qui ont été réintégrées. Donc provision courante faisant l'objet d'une réintégration dans le résultat comptable de l'exercice dont la déduction fiscale a été antérieurement annulée. Donc il s'agit de provisions qui ont été réintégrées auparavant, et donc ici il faut déduire la reprise de la provision
pour ne pas être pénalisé fiscalement, puisqu'il faut aller dans la logique et dans le raisonnement, il faut aller jusqu'au bout, de bout en bout. Puis si donc une provision, si un amortissement a été réintégré auparavant pour une raison ou une autre, il faut continuer la logique et donc pour l'amortissement, compléter l'amortissement sur le dernier exercice. Et pour les provisions, s'ils ont été réintégrés auparavant, il faut déduire la reprise sur provision pour avoir un impact nul dans l'ensemble. Abattement sur les produits de participation, dividendes. Donc les dividendes, on l'a dit avant, les dividendes ne sont pas imposables et donc il faut les déduire. C'est parmi les principales corrections qu'on fait sur les produits. Nous avons également les écarts de conversion passifs de l'exercice N-1 qu'il faut déduire et l'écart de conversion active de l'exercice également qu'il faut déduire. Et aussi, pour avoir un traitement, disons, global sur cette partie, il faut également déduire la provision pour perte de change de l'exercice N-1. Comme vous avez pu le constater, donc avant, nous avions sur les réintégrations, on a mis l'écart de conversion passif de l'exercice en réintégration. Nous avons mis l'écart de conversion active de l'exercice N-1 en réintégration. Et la provision pour perte de change de l'exercice également en réintégration. Donc ici, par rapport à l'exercice N-1, donc on met l'écart de conversion passif en déduction, l'écart de conversion active de l'exercice en déduction, et également la provision pour perte de change de l'exercice antérieur N-1. Alors, pour le deuxième type de déduction fiscale, ce sont les déductions de nature non courante. Donc on y trouve généralement fraction de l'amortissement ayant fait l'objet de réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable. Donc c'est le même principe que pour le point 27. Donc ici c'est les amortissements, dotations aux amortissements courantes. Et là on trouve les dotations aux amortissements non courantes. Les provisions non courantes également, donc c'est similaire au point 28. Donc 28 et 34 sont similaires, à la différence près que ici on parle d'éléments non courants, contrairement au point 1 où on parle de déduction fiscale courante. Donc après, nous avons 35, le point 35, reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles. Donc cela concerne les impôts donc pour lesquels on a procédé à la réintégration. Donc ici, donc toujours il faut suivre et continuer la logique jusqu'au bout en déduisant les reprises ou les dégrèvements reçus sur impôts qui n'ont pas été déduits. Et le dernier point, c'est que cela concerne, donc au même titre que le point 26, donc ici l'abattement sur la plus-value pour le régime particulier de fusion. Donc ici on déduit l'abattement sur la plus-value si jamais, donc on sait très bien que le régime des fusions a subi plusieurs changements. Et donc, si donc, il y a un changement qui prévoit l'abattement sur la plus-value, donc on doit absolument et nécessairement procéder à l'abattement pour qu'à la fin, donc, on aura une plus-value nette qui est imposée effectivement. Donc on fait le total, donc vous avez total des réintégrations moins total des déductions, nous donne le résultat brut fiscal. Donc ce tableau complète le premier tableau sur la correction des résultats fiscaux. Donc nous avons donc soit
c'est soit un bénéfice brut, soit un déficit brut. Donc, le premier est mis dans la première colonne et le deuxième, on le reporte sur la deuxième colonne. Après, pour passer du bénéfice brut au bénéfice net, il faut imputer les reports déficitaires antérieurs. Donc, ici, on va le voir tout à l'heure. Il y a deux types de reports. Le report déficitaire doit être défalqué en deux composantes. Nous avons le déficit d'exploitation, nous avons le déficit provenant des amortissements. Donc, déficit d'exploitation, donc on le met ici, donc il est reportable sur 4 ans. Contrairement au déficit d'amortissement qu'on met ici, donc on cumule des amortissements fiscalement différés. Et donc on impute, après avoir imputé les reports déficitaires en fonction de l'important résultat fiscal bénéficiaire. Donc après, donc nous avons le résultat net fiscal et en bas, on reporte les amortissements, les déficits d'amortissement et les déficits d'exploitation, donc sur 4 ans, puisque nous allons le voir tout à l'heure, les déficits d'exploitation sont reportés sur une durée maximale de 4 ans. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette partie sur la base imposable et qu'on a pu terminer par le tableau de passage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc on pourra en parler à la fin. Donc, le dernier volet de la base imposable, ce sont les déficits reportables. Donc, déficit reportable, il faut faire la distinction, c'est important à retenir et à comprendre. Il faut faire la distinction entre la part du déficit antérieur qui vient de l'exploitation. Donc, cette partie est imputable. Rappelez-vous du tableau de passage. Donc, ici, on parle de l'imputation. Donc, c'est pour cette raison qu'ici on parle de 4 exercices, donc l'exercice N-1, -2, N-3 et N-4. Et en bas, on parle des déficits fiscaux nets. Donc après avoir imputé, il nous reste un reliquat par exercice qu'on peut imputer sur les exercices, donc, si c'est possible, donc sur l'exercice ou les exercices suivants, dans les limites de 4 ans. Donc, vous avez la part du déficit provenant de l'exploitation imputable sur 4 exercices et la part du déficit venant des amortissements qui est imputable sur une durée illimitée. Donc, il n'y a pas de limite. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse en premier lieu, quand on arrive au tableau déjà évoqué, on s'intéresse en premier lieu au déficit d'exploitation avant de traiter les déficits qui viennent des amortissements. Donc, ordre d'imputation de déficit, donc de manière logique, donc on va suivre le bon sens. On commence toujours par les déficits d'exploitation, du plus ancien au plus récent, puisque leur durée est limitée, d'imputation est limitée à 4 exercices. Après avoir épuisé et imputé la totalité des déficits venant de l'exploitation, on passe au déficit d'amortissement. Sur les déficits d'amortissement, il n'y a pas d'ordre, on commence... ils sont imputables sur une durée illimitée, donc on n'a pas de contrainte de temps. Donc on commence par les amortissements les plus anciens. Rien par souci de didactique et pédagogique, on commence par les plus anciens et après on passe aux plus récents. Donc ici nous avons une application, l'application numéro 1, qui permettra d'assimiler cette partie sur l'imputation des déficits fiscaux. Donc nous avons une entreprise dont le résultat de l'exercice 2015 a été déficitaire pour un montant de 300 000 dirhams, dont 100 000 dirhams correspondent des amortissements du même exercice. Donc sur la composition résultat de l'exercice fiscal, donc nous avons un résultat fiscal négatif de 300 000 dirhams.
Et dans 100 000 dirhams correspond à des amortissements. Donc, toujours en pratique, on reporte les résultats fiscaux antérieurs et on doit absolument avoir la composition de résultats fiscaux entre l'amortissement et l'exploitation. Donc, les résultats dégagés au cours des exercices suivants sont donc 2016, 30 000, il y a plus 30 000, 2017, plus 50 000, 2018, moins 85 000, donc 45 000 d'amortissement, et 2019, plus 92 000. Donc, comment se fera l'imputation de ce déficit? Donc, la première règle, la règle numéro 1, c'est qu'il faut avoir la composition du déficit antérieur, donc le déficit de 2015 dont il s'agit. Donc 100 000 dirhams d'amortissement et 200 000 déficit d'exploitation. On commence par le déficit d'exploitation de 100 000. On doit tout d'abord épuiser, absorber, faire absorber et imputer la totalité du déficit d'exploitation avant de passer à la deuxième étape qui est l'imputation de déficit d'amortissement. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc, 300 000, 100 000 d'amortissement et déficit d'exploitation de 100 000 ou déficit hors amortissement. Les deux appellations sont équivalentes. Donc, 2016, donc on prend le bénéfice fiscal réalisé en 2016 et on déduit le déficit d'exploitation de 100 000. Donc, il nous restera 170 000 de déficit d'exploitation et 100 000 de déficit d'amortissement. 2017, nous avons plus 50 000. Donc, plus 50 000, on impute les 170 000 qui est le reliquat restant en 2016. Donc, il nous restera 120 000 dirhams de déficit d'exploitation et 100 000 dirhams qu'on va traîner, encore une fois, pour la deuxième année, comme déficit d'amortissement. En 2018, nous avons au contraire un déficit, un résultat nous avons un résultat déficitaire, un résultat fiscal déficitaire, donc 45 000 dirhams d'amortissement. Donc, en 2018, on ne peut pas imputer le déficit d'exploitation puisqu'on a réalisé un déficit fiscal et donc on doit attendre l'année 2019 sur laquelle on a réalisé un résultat fiscal brut bénéficiaire de 92 000 dirhams sur laquelle on impute les déficit d'exploitation. Donc il nous restera en fin de compte 28 000 dirhams de déficit d'exploitation non imputé. Et donc il est perdu, puisqu'il il vient de 2015, donc on ne peut l'imputer que sur les 4 exercices suivants, donc 2016, 2017, 2018, 2019. Donc au bout de 2019, soit qu'il est imputé totalement, soit s'il y a, donc, si dans le cas où nous avons un reliquat, il est perdu par la société et c'est une perte fiscale, c'est une perte d'opportunité fiscale puisque la loi a donné une durée maximale de 4 ans pour que la société puisse imputer ses déficits fiscaux antérieurs provenant d'exploitation. Donc, conclusion, 2015, déficit d'exploitation 28 000 dirhams plus déficit d'amortissement 100 000. Et 2018, donc nous avons 2018 à faire imputer sur les exercices suivants. Donc, il nous restera 2020, 2021 et 2022 pour imputer le déficit d'exploitation de l'exercice 2018. Et après, on pourra passer au déficit d'amortissement de 2015, mais également le déficit d'amortissement de 2018. Application 2, donc ici nous avons un petit peu changé l'énoncé. Donc une entreprise dont le résultat d'exercice 2014 a été déficitaire pour un montant de 300 000 dirhams, dont 100 000 dirhams correspondent des amortissements, donc le même exemple que l'application 1. Les résultats dégagés au cours des exercices suivants sont donc plus 90 résultats fiscal,
brut, 140 000 dirhams 2016, 2017 85 000, 2018 moins 92 000 et 2019, donc prévisionnel ou déjà arrêté, 65 000 de résultat fiscal brut. Donc on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va commencer par le déficit d'exploitation qui est de 200 000 dirhams. On va essayer de l'imputer avant de passer au déficit d'amortissement. Pardon. Donc 300 000 dirhams, 200 000 plus 100 000. Donc 2015, nous avons 90 000 moins 200 000. Donc moins 110 000 dirhams de déficit d'exploitation. Et donc on fait le bilan pour chaque année, on fait le bilan du déficit d'exploitation qui reste et du déficit d'amortissement également, qui devra être imputé sur les exercices suivants. Donc, moins 110 000 de déficit d'exploitation, plus le déficit d'amortissement qui reste intact, de 100 000 dirhams. On continue notre travail. Donc, 2016, 140 000. Donc, on peut imputer la totalité du déficit d'exploitation. Donc, cela nous donne un résultat fiscal provisoire de 30 000 dirhams, de plus 30 000 dirhams. Donc, sur cette 30 000 dirhams, on va soustraire 100 000 dirhams d'amortissement de l'exercice 2015. Donc, il nous restera 70 000 dirhams de déficit d'amortissement. 2017, on peut imputer ce déficit d'amortissement. Donc, il nous restera un résultat fiscal net de 15 000 dirhams. 2018, donc c'est un déficit. Donc, on ne peut pas faire l'imputation. On fait le point sur cet exercice en reportant le déficit d'amortissement et le déficit d'exploitation. 2019, on a un résultat fiscal brut bénéficiaire. Donc, on déduit le déficit d'exploitation de 2018, puisque le déficit, aussi bien le déficit d'exploitation que le déficit d'amortissement 2014 ont été déjà imputés en totalité. Donc, maintenant, on va s'intéresser à 2018, à l'imputation de 2018. Donc, on impute tout d'abord le déficit d'exploitation 42 000 dirhams. Et après, on pourra déduire le déficit d'amortissement. C'est ce qu'on a fait. Donc, 2019, on a imputé en premier le déficit d'exploitation. Et par la suite, donc, la dernière ligne, on a imputé une partie du déficit d'amortissement. Donc, en fin de compte, il nous restera 27 000 dirhams de déficit d'amortissement restant qui peut être imputé sur l'exercice suivant sans limitation. Donc après, la troisième partie de ce chapitre concerne la liquidation. Donc après avoir déterminé le champ d'application, donc les personnes imposables, les opérations imposables, mais également le territoire concerné. En deuxième lieu, nous avions parlé de la base imposable, la matière imposable, et maintenant on va passer à la liquidation de l'IS, le calcul de l'IS. Donc, comment se calcule l'IS? Donc, l'IS, la formule générale, c'est que l'IS se calcule sur le résultat fiscal net, que nous avons déjà expliqué. Donc, résultat fiscal net fois taux de l'IS. Le montant à payer, donc le montant, il y a ici une règle, c'est que le montant de l'IS à payer, c'est le montant le plus élevé entre l'IS et la cotisation minimale. La cotisation minimale, comme son nom l'indique, c'est un minimum d'impôt. Donc, à la fin de l'année, donc dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice, on calcule le résultat fiscal net, on calcule le montant de l'IS et on calcule en plus le montant de la cotisation minimale. On compare le montant de l'IS au montant de la cotisation minimale et cette comparaison donne lieu au montant le plus élevé. Donc, si l'IS est supérieur à la cotisation minimale, donc l'impôt à payer, c'est l'IS. Sinon, donc c'est la cotisation minimale qui devra être payée. Et cette cotisation minimale, elle a un minimum elle-même qui est de 3 000 dirhams. Donc le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur au minimum de 3 000 dirhams. Comment se calcule cette cotisation? Vous allez me dire comment se calcule cette cotisation minimale. Donc la réponse est la suivante. Donc il y a une base. Donc, la base, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, plus les autres produits d'exploitation, plus les produits financiers, plus les subventions et dons reçus,
plus les autres produits non courants, qu'on multiplie par le taux normal de la cotisation minimale qui est de 0,5%. Il y a certains secteurs, donc secteurs généralement qui commercialisent, qui fabriquent, commercialisent ou commercialisent les produits de première nécessité, bénéficient d'un taux de cotisation minimale réduit de 0,25% au lieu du taux normal qui est de 0,5% pour tous les autres secteurs d'activité. Donc cette cotisation minimale a soulevé beaucoup de débats, notamment au niveau des dernières assises fiscales. Donc le vœu de plusieurs secteurs d'activité était d'arriver à abroger cette cotisation minimale, donc à l'annuler carrément du Code général des impôts, puisque cela participe d'une logique qui n'est pas adaptée à l'évolution de la fiscalité marocaine. Donc, la cotisation minimale a été mise en place il y a 30 ans pour faire face à certaines contraintes budgétaires. Donc, aujourd'hui, moi, personnellement, je crois que c'est une aberration, puisque normalement, la Constitution prévoit, et le bon sens fiscal, mais également les principes de manière générale de la fiscalité, prévoient la taxation de toute personne en fonction de sa capacité réelle contributive. Et donc, on ne peut imposer une cotisation minimale, sachant que la situation du contribuable ne permet pas de payer donc, la cotisation minimale. Et donc, c'est un point disons, à revoir lors des prochaines lois de finances. Il faut toujours souligner que la cotisation minimale, qu'il y a une exonération sur les 36 premiers mois, suivant la date de début d'exploitation. En bas, vous avez un exemple. Donc, si l'IS est de 2000 dirhams et la cotisation minimale de 2500 dirhams, donc il faut payer la cotisation minimale avec un minimum de 3000 dirhams. Donc ici, donc, en haut du slide, vous avez les taux de l'IS, le barème de 2019. Je rappelle encore une fois que c'est le barème jusqu'à fin 2019. Donc l'année 2020 a connu le changement de ce barème. Nous allons pouvoir le voir en fin de ce chapitre. Nous allons parler en fin de ce chapitre des nouveautés introduites par la loi de finances 2020 sur la partie IS. Donc vous avez ici le barème normal jusqu'à fin 2019. 3 taux, 10, 17,5 et 31%, avec une somme à déduire. Donc, on prend le résultat net fiscal, on le multiplie par le taux de la tranche concernée. Nous avons 3 tranches et on déduit la somme prévue dans le barème. Les activités exportatrices, donc jusqu'à fin 2019, ils bénéficiaient d'une exonération de 5 ans plus un taux réduit maximum 17,5%. Et les banques, les assureurs, le secteur financier de manière générale, le Banque Maghreb et la Caisse de dépôt de gestion sont soumises à un taux plus élevé qui est de 37% flat. Nous avons aussi, sur la liquidation d'IS, nous avons aussi la deuxième modalité qui est l'IS retenue à la source. Donc cette retenue à la source, il a été institué pour permettre à l'État d'encaisser les recettes liées à certaines opérations spécifiques sur lesquelles il y a un risque important d'évasion fiscale. Donc sur les dividendes, nous avons un taux de retenue à source à prélever par la société qui distribue ces dividendes de 15%. Sur les intérêts, donc nous avons produit des placements revenus fixes de 20%. Et sur les produits et les rémunérations hors taxes versées à des personnes non résidentes, étrangères non résidentes, donc l'IS retenue à source est de 10%. Donc ici, donc, j'ai prévu une application pour comprendre un peu ce mécanisme de retenue à source. Donc une société étrangère a réalisé des travaux d'études au profit d'une société marocaine.
pour un montant de 720 000 dirhams TTC. Donc, calculer la retenue de source au titre de l'IS et de la TVA. Donc, il faut savoir qu'il y a une retenue de source au niveau de l'IS et également sur la TVA. La TVA, parce qu'il s'agisse d'un fournisseur résident ou d'un fournisseur non résident, la TVA, puisque le service est consommé au Maroc, la TVA est due et doit être élevée donc, ici, pour les sociétés étrangères par le client marocain. Donc la solution, donc on prend 720 000 dirhams TTC, donc on doit avoir le montant hors taxe de 600 000 dirhams, l'IS retenu à la source est de 10%. Donc, revenons au tableau, donc pour les rémunérations versées aux personnes non résidentes, l'IS retenu à la source est de 10%. Donc la société marocaine prélève 60 000 dirhams au titre de l'IS retenu à la source et 20% de 600 000 du montant hors taxe, 120 000 dirhams au titre de la TVA qu'il doit reverser au Trésor. Donc pour répondre à une question qui a été posée la dernière fois sur le calcul de l'IS sur le chiffre d'affaires à l'export, donc j'ai prévu une application, résultat fiscal de 3 millions de dirhams, c'est un exemple, chiffre d'affaires local de 70%, chiffre d'affaires local par rapport au chiffre d'affaires total 70% et un chiffre d'affaires à l'export de 30%. Donc la méthode qui est prévue par la DGI, la Direction générale des impôts, vous la voyez sur la première colonne du tableau. Donc ils prennent l'IS global, ils calculent l'IS global. Donc, suivant le barème, donc 3 millions de dirhams, il se trouve dans la troisième tranche, supérieur à 1 million et donc 31%. Donc, il multiplie le résultat fiscal total par le taux de la tranche, 31%, en divisant, en faisant la soustraction de la somme à déduire. Et donc, on a un IS global 772 000 dirhams 500. L'IS sur la partie du chiffre d'affaires local, donc il est de 772 500 fois 70%, qui est le pourcentage du chiffre d'affaires local par rapport au chiffre d'affaires total. Donc, nous donne 540 750 d'IS sur la partie locale. Et pour la partie export, donc si la société a épuisé sa période d'exonération quinquennale, donc à partir de la 6e année, donc il y a un taux de 17,5% appliqué. Donc 3 millions de dirhams fois 30% la partie locale de résultat fiscal, fois 17,5, donc cela nous donne 157 500. Il y a une autre méthode aussi qui est plus favorable pour les sociétés, qui est aussi défendable. Donc, résultat fiscal, il est supérieur 3 millions, donc supérieur à 1 million, donc le taux d'IS est de 31%, taux normal. L'IS sur le chiffre d'affaires local, donc 3 millions fois 70% fois 31% moins 157, donc cela nous donne 493 500, qui est inférieur de 47 000 dirhams à peu près 47 000 dirhams à l'IS sur la première suite à la première méthode. Et pour la partie export, donc la même chose, donc 3 millions de dirhams fois 30% fois 17,5%, donc nous donne le même résultat que lors de la première méthode prévue par la DGI sur sa note circulaire. Donc ici, donc c'est le barème. Ici, on a fait une simulation sur le barème suivant le barème 2019. Par contre, pour les exercices ouverts à partir de 2020, pas d'exonération quinquennale pour les nouvelles sociétés. Après, donc, pas d'exonération quinquennale, donc imposition autoplafonnée à 20% pour un résultat fiscal supérieur à 1 million de dirhams. Donc, à partir de 2020, on ne va pas avoir des divergences au niveau du calcul de l'IS, puisque le taux de 17,5 a disparu, et donc on aura un taux unifié de 20% sur l'ensemble des résultats fiscaux, chiffre d'affaires local et export. Par rapport au recouvrement de l'IS, donc, nous avons trois modalités de recouvrement. Nous avons le recouvrement par paiement spontané. Donc, toute société doit calculer son IS à la fin d'année. Mais avant d'arriver à la fin d'année, il faut qu'il avance. Il faut qu'il fasse des avances à l'État. C'est ce qu'on appelle les acomptes provisionnels. Donc, troisième mois à partir de la date d'ouverture de l'exercice. Donc, ici, maintenant, donc on est en avril.
les sociétés ont déjà, pour celles qui sont concernées, ils ont déjà déposé le bilan pour celles qui sont supérieures qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dirhams. Donc, ils ont déjà déposé le bilan, ils ont payé le reliquat d'IS, mais après avoir fait leur compte et après avoir déduit les 4 acomptes provisionnels déjà versés en 2019. Donc, avant fin mars, ou plus tard fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, ils devaient verser à l'État un acompte provisionnel qui est égal au quart de l'IS de l'exercice précédent, c'est-à-dire 2018. Et à la fin d'année, dans les 3 mois, à l'arrivée de la fin d'année, dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice, on fait la régularisation. C'est soit un reliquat à verser, si le montant de l'IS est supérieur au montant total des acomptes déjà ou des avances déjà effectués à l'État. Sinon, on tombe dans la situation d'un excédent, c'est-à-dire que l'IS est inférieur aux acomptes déjà versés au cours de l'année, et donc c'est un excédent qui est imputable sur les acomptes et l'IS des exercices suivants. Donc, vous avez ici 3 cas qu'on peut avoir. Premier cas, donc IS supérieur aux 4 acomptes payés. Reliquat d'IS à payer dans les 3 mois suivant la clôture. Deuxième cas, donc, le cas inverse, IS inférieur aux 4 acomptes payés. Donc excédent d'IS imputé sur les acomptes suivants, IS des exercices suivants. C'est soit un reliquat, soit un excédent. Et troisième cas qui est très très rare, où l'IS est égal aux 4 acomptes payés, donc on ne fait rien, donc rien à payer puisqu'on a déjà payé la totalité de l'IS de l'exercice concerné. Nous avons une deuxième modalité qui est le recouvrement par retenue à la source, dont on a déjà parlé. Donc, rappelez-vous du barème, donc ce barème-là, voilà, en bas. Nous avons 3 taux, 10, 15, 20%. Donc 10 sur les rémunérations versées aux non-résidents, 15 sur les dividendes et 20% sur les intérêts. C'est pour simplifier. Ici, on la retrouve, cette modalité. Et troisième modalité de recouvrement, c'est le recouvrement forcé. Donc si vous ne faites pas votre déclaration de bilan, si vous ne payez pas l'IS, en cas de contrôle fiscal, c'est l'administration fiscale procède par voie de rôle, c'est-à-dire qu'elle vous envoie un avis d'imposition où il calcule les bases d'imposition et aussi prévoit le montant d'impôt à payer par la société de manière directe et forcée. Donc il nous reste peut-être 2 minutes. J'avais prévu de parler aussi de la loi de finances 2020. Je m'excuse parce que j'ai été un peu rapide sur le déroulement des slides, mais n'hésitez pas à m'interpeller sur la page Facebook de Qaraouda, sur les commentaires. Bien évidemment, la prochaine séance, j'essaierai d'apporter tous les éclaircissements nécessaires. Aussi, on aura l'occasion de parler de manière brève des nouveautés apportées par la loi de finances 2020 pour vous permettre une mise à jour par rapport aux derniers changements introduits au 1er janvier 2020. Donc maintenant, il ne nous reste que 1 minute ou 2 minutes. Donc je vais voir sur les questions. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour, Monsieur Hicham. Je vous remercie infiniment. J'ai encore un souci dans la réintégration et la déduction des intérêts de retard de paiement suite à la loi de délai de paiement. Merci. Donc cette question, on va la traiter la prochaine fois, Inch'Allah. On va parler un peu de la loi sur les délais de paiement et sur les changements qui, je l'avoue, donc qui ont pris plus d'un au dépourvu. Professeur, pardon, j'ai pas compris. Donc il faut me citer la partie qui n'a pas été comprise, que je puisse interagir et répondre de manière correcte. Où peut-on trouver les anciennes vidéos? Les anciennes vidéos, ils sont sur la page Facebook de Qaraouda. Mais pour y aller directement, vous pouvez aussi vous mettre sur YouTube
sur la page de Quraya fi Dar et vous avez des vidéos qui sont organisées par module. Donc voilà, donc je viens au terme de cette 5e séance. J'espère que la présentation a été plus ou moins correcte, bien que j'ai été un peu rapide par rapport aux séances précédentes. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Faites-moi part de vos remarques et de vos questions. Et portez-vous bien. Assalamu alaikum wa Ramadan Mubarak.